Voilà, bonjour à toutes et à tous. Petit problème technique d'électricité. On est dans le sujet. Bienvenue à cette table ronde consacrée au stockage de l'électricité renouvelable. Un enjeu de la transition énergétique. Quelles avancées? Alors cet enjeu, il est lié à l'électrification de nos usages. Des pompes à chaleur plutôt que des chaudières à énergie fossile, des voitures électriques plutôt que thermiques, des fours électriques pour l'industrie. Et en faisant l'addition, l'État envisage une augmentation de la consommation d'électricité de plus de 25%. Pas en 2050, non, non, non. Dans les années qui viennent, là, d'ici 2030. Cet enjeu du stockage, il est aussi lié à la montée en puissance de la production éolienne ou photovoltaïque. Et là aussi, l'État envisage d'ici 2035 un doublement de la capacité d'éoliennes terrestres, une multiplication par 6 de celle du solaire, sans compter 18 gigawatts d'éoliennes en mer. Des productions variables qui représentent aujourd'hui autour de 15% de notre production électrique et qui pourraient constituer plus de 40% dans 10 ans. C'est demain, 10 ans. Alors pour les gestionnaires du réseau électrique, c'est un défi. Comment maintenir cet équilibre de tous les instants entre l'offre, la production d'électricité, et la demande des consommateurs? Eh bien, on a la flexibilité. La flexibilité de la demande, c'est-à-dire la bonne vieille méthode de l'effacement, vous savez, les heures creuses pour les consommateurs domestiques, les contrats d'effacement pour les industriels. Et puis, on a aussi la flexibilité de l'offre, le stockage, tout simplement. Voilà, c'est le sujet du jour. Avec quelques projets de grande ou moyenne STEP, ces stations de transfert d'énergie avec turbinage ou pompage, entre deux retenues d'eau placées à des hauteurs différentes. Des projets de stockage aussi via la fabrication d'hydrogène par électrolyse. Mais la question du moment, je dirais la question du jour, elle est en partie liée à notre goût pour l'autoconsommation d'énergie renouvelable. C'est celle du stockage dans des batteries. Les batteries de nos véhicules électriques sont perçues comme une voie de stockage de l'électricité, mais on parle de plus en plus du rôle que pourraient jouer les batteries stationnaires quand elles sont directement liées à des unités de production d'électricité renouvelable. Alors avec nos intervenants qui piaffent, qui sont prêts à grimper avec moi sur scène, nous allons chercher à comprendre les différents usages liés au stockage et les technologies actuelles pour y répondre. Nous aborderons les enjeux énergétiques, économiques, industriels et environnementaux à l'échelle de la France ou d'une région, en l'occurrence l'Occitanie. Et puis nous aurons des retours d'expériences concrets. Je vous propose 3 séquences sur cette table ronde. La première repose sur cette question. Le stockage, pourquoi faire? Avec quelle technologie aujourd'hui? Et puis quelle perspective? Et pour commencer, je demande à Pierre Sachet de me rejoindre sur scène. Il est le référent stockage de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Bonjour à vous. On peut s'asseoir. Alors l'ADEME, Pierre a publié un avis d'expert en mars dernier sur le stockage. Et en quelques minutes, vous allez nous apporter votre éclairage sur cette première question, celle du sens même à développer le stockage aujourd'hui. Très bien. En effet, on a pu publier donc, au début de cette année, donc 2024, un avis d'expert sur un avis technique en fait, détaillant les différentes technologies de stockage et essayer d'imaginer quel serait le futur du stockage, quelles technologies continueraient à être déployées, que ce soit du stockage court terme, moyen terme ou long terme, qui débouchera en janvier sur un avis grand public plus accessible et à destination de l'ensemble des lecteurs. Si jamais on voulait essayer de synthétiser en quelques messages clés, déjà il y avait une volonté de resituer le stockage qui est déjà existant en France. Du fait que, comme Franck l'a mentionné, on a un certain nombre de steps qui sont déjà en fonctionnement depuis les années 80 en France, qui représentent déjà plus de 5 gigawatts, mais également un stockage indirect, qui est le stockage thermique, dans tous les ballons d'eau chaude, les cumulus électriques qui sont déployés dans les foyers, qui derrière permettent d'activer une certaine flexibilité de la demande et qui jouent finalement un peu sur les mêmes marchés que sont en train de le faire les batteries du futur, puisque les batteries actuelles
sont déjà en déploiement donc, depuis les dernières années, Oui. avec D'ailleurs, je me près d'1 déplace. gigawatt en cette fin 2024 qui sont connectés sur le réseau public de transport et de distribution. On a une slide plus tard qui va arriver qui va montrer justement à quel point elles se sont déployées vite. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était quasi inexistant. Et là, actuellement, on est arrivé à 1 gigawatt avec environ 8 gigawatts qui sont en attente de raccordement. Donc le stockage dans le sens intrajournalier, donc ce que permet de faire les batteries stationnaires, puisque à puissance de raccordement, elles peuvent décharger l'ensemble de l'énergie en 1 heure, 2 heures, voire 4 heures, sont en fort déploiement. Et comme le montrait l'image, ouais, on peut remettre comme le montrait voilà, la slide, finalement, c'est essentiellement pour l'instant sur le réseau public de distribution. Alors, c'est pas la slide la plus travaillée, pardon, mais donc en haut, c'est bien le réseau Enedis centralisé. Et derrière, en dessous, c'est le réseau RTE sur le segment HTB, donc haute tension, enfin plutôt très haute tension. Là, pour comprendre, aujourd'hui, on est sur des batteries qui maintiennent la fréquence. Et c'est un service système, on est sur quoi? Alors actuellement, c'est vrai que j'avais évoqué que les batteries permettaient de déployer, plutôt de décaler de l'énergie au sein d'une même journée. Mais là, l'essentiel des batteries qui sont représentées sur ce graphe, elles font des services fréquentiels. Ça veut dire que pour répondre à des variabilités sur la production ou des variabilités imprévues sur la consommation, la fréquence du réseau a besoin d'être restabilisée par un surplus de soutirage ou un surplus d'injection. Ça, historiquement, c'est les groupes pilotables qui font ce travail-là. Mais derrière, ça réserve de la capacité, ça retire de la capacité de production en quelque sorte, puisque la capacité se tient prêt à faire ce service fréquentiel. Les batteries, elles permettent de faire ça. Et c'est là-dessus que se sont déployées les batteries sur ces 3-4 dernières années. Actuellement, c'était surtout la réserve primaire qui était cherchée par ces batteries-là. La réserve secondaire est en train d'être adressée aussi par les batteries. Mais derrière, le gisement est en train d'être saturé. Donc les batteries maintenant commencent à se tourner vers justement des marchés où elles décalent l'énergie au sein d'une même journée en venant chercher typiquement le dôme solaire et derrière le rétruvant sur le réseau en fin de journée. Ce qui permet d'avoir un service assez intéressant quand on voit justement l'augmentation des heures à prix négatif qui sont constatées de manière très importante là en 2024 par la Creux mais par à peu près tous les acteurs. Et donc ça c'est une grosse plus-value des batteries dans ce sens-là. Il ne faut toutefois pas oublier que les batteries se déploient sur ce segment-là, là également où on attend beaucoup de la flexibilité de la demande. C'est un peu ce qu'on essayait de dire de façon un peu près claire dans l'avis sur le stockage qui avait été publié. C'est que si jamais la flexibilité de la demande se déploie de manière ambitieuse, et par flexibilité de la demande, j'entends un meilleur pilotage des ballons d'eau chaude, un pilotage tout court de la recharge des véhicules électriques, voire avec option V2G, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais finalement, le plus important, c'est vraiment la recharge pilotée et pas forcément la réinjection. Mais également des actions de défacement sur le côté industriel ou sur le chauffage et la climatisation font qu'en fait les besoins de stockage intrajournalier, les batteries, sont beaucoup moins nécessaires dans ces scénarios prospectifs-là. Alors ça veut dire qu'on repart là, la table ronde est finie, il n'y a pas besoin de stockage? Ah non, loin de là. Si jamais la flexibilité de la demande ne se déploie pas ou ne s'améliore pas, en fait, on a besoin de 10, 20 gigawatts de batterie. Par contre, en fait, si elle se déploie de manière ambitieuse, et c'est avec des sensibilités qu'on a conduit ça côté ADEME, on voit qu'en fait, les besoins de stockage, par batterie, ils pourraient rester de l'ordre de quelques gigawatts, 1, 2, 3. Donc, il y a une vraie incertitude sur l'interaction entre la flexibilité de la demande et le stockage, qui, derrière, forcément, d'un point de vue environnemental, est beaucoup plus intéressante du côté de la flexibilité de la demande, puisque derrière, on a peu d'équipements additionnels qui sont nécessaires d'être déployés, tandis que côté batterie, forcément, on est consommateur de ressources. Alors, pour les batteries stationnaires, on consomme a priori, dans la majorité des cas, pas de cobalt ni de nickel, puisque ce n'est pas exactement les mêmes électrochimies, mais on applique les mêmes pressions sur le lithium, sur le graphite, et aussi la plupart des projets actuellement en France qui se déploient, c'est des projets consommateurs d'espace naturel,
Alors quand ils l'essayent, ils peuvent aller sur des friches évidemment, mais pour les batteries à l'échelle du réseau électrique, forcément ça a une pression foncière. Comme à peu près n'importe quelle activité industrielle. Ça ne va Mais pas se ça mettre à reste côté des intéressant. postes sources, par exemple, de RTE ou des Enedis? C'est pas suffisant? Il n'y a pas de la place? Il y a des vraies contraintes ressenties de la part des exploitants pour trouver des fonciers exploitables, puisque actuellement tout le monde est en train de chercher des fonciers justement, que ce soit pour les ENR, mais aussi pour d'autres applications. Donc c'est un enjeu de leur déploiement. Et ça, c'est aussi lié au mode de déploiement en France des batteries stationnaires, qui se fait pour l'instant vraiment à l'échelle du réseau. On entend aussi beaucoup, quand on pense stockage d'énergie, au stockage domestique. Ça, pour l'instant, ça a été relativement peu déployé en France, du fait que la structure tarifaire n'était pas spécialement intéressante. Mais par contre, en Allemagne, là, c'est vraiment... Alors, j'ai plus exactement le chiffre en tête, ça doit être autour de 8 gigawatts ou au-delà de stockage qui est déployé dans les foyers domestiques, alors qu'au total, en tout et pour tout, en France, on est à 1 gigawatt. Donc rien que du côté du domestique, en fait, on est à un ordre de grandeur 10 fois plus sur le stockage domestique. Et là, on est moins consommateur d'espace, mais c'est un autre modèle d'affaires et on ne vise pas forcément l'optimisation du réseau électrique, on vise plus l'optimisation de son consommation. Je pense que Sirea plus tard aura l'occasion d'en parler. Et juste pour finir sur cette partie introductive, on va dire, est-ce qu'il y a des perspectives finalement plus importantes, plus intéressantes sur le stockage intersaisonnier, où là on part sur d'autres technologies? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est encore futuriste, ou qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Alors déjà, le stockage intersaisonnier, il existe déjà partiellement grâce à notre parc hydroélectrique. Et c'est intéressant de continuer à avoir des steps qui se mettent en place, même s'ils agissent très peu sur l'intersaisonnier. Ça permet tout de même d'avoir des stockages qui peuvent durer sur des puissances de pleine décharge sur des temps supérieurs à 4 heures. Donc on en espère beaucoup là-dessus. C'est à peu près un consensus, que ce soit institution ou opérateur de réseau électrique. Mais au-delà donc, de ce potentiel qui reste limité sur les steps, donc côté hydroélectricité, il y a plusieurs options. Les plupart ce qui est exploré de manière la plus intense, disons, dans les travaux prospectifs, c'est l'utilisation d'hydrogène par cavité saline qui stocke de l'hydrogène, ou alors par décarbonation du méthane avec de la méthanation. Je pense que c'est un peu trop complexe pour entrer dans le détail actuellement, parce que ce n'est pas le fond du sujet d'aujourd'hui. Mais il y a aussi l'option de passer par de la flexibilisation du réseau électrique avec un meilleur couplage avec la chaleur, en comptant sur des stockages intersaisonniers de chaleur. C'est des choses qui sont moins explorées en prospective, en bouclage, disons, intersystème, mais qui commencent à émerger dans certains pays et qui pourraient émerger en France. Bien avant 2050, c'est ça que ça veut dire? Disons que ça reste du moyen terme, c'est disons 2040 et au-delà, en ce qui concerne le stockage intersaisonnier en tout cas. Merci à vous. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder bien en tête. On aura un moment d'échange, en tout cas si on n'est pas trop bavard sur scène, en fin de table ronde. Il y avait aussi une petite diapo, juste quand même, avant de recevoir avec nous Johan Iacono, où on voyait une photographie française. Je ne sais pas si on peut la passer, cette diapo. Oui, de mémoire, la diapo, c'était juste une répartition des différents stockages qui sont actuellement déployés en France pour montrer l'éclatement en puissance qui montre qu'en fait, c'est essentiellement des très petits stockages qui sont actuellement déployés, essentiellement sur le réseau de distribution. Mais par contre, dans les années à venir, vu les projets en attente de raccordement, ça sera plutôt des grands projets de grande puissance et plutôt sur les réseaux de transport. Donc ça, c'est actuellement, à date, c'est comme ça, mais dans le futur, ça va être assez différent. Merci à vous. Je demande maintenant à Johan Iacono de nous rejoindre sur scène. Il est le directeur général délégué de la région Occitanie. Et le titre de sa fonction, bonjour à vous, prenez un micro. Et le titre de sa fonction nous dit pourquoi il est avec nous cet après-midi. Vous êtes en charge de la transformation économique de la souveraineté. Ça, c'est quelque chose de très important quand on parle batterie et matière, des emplois et des métiers de demain. Et avec vous, nous allons voir l'enjeu de stockage à l'échelle d'un territoire, l'Occitanie. Et j'imagine que ça a quelque chose à voir avec le projet global de territoire à énergie positive, de région à énergie positive en 2050, non ?
Oui, tout à fait. Pardon. Effectivement, donc d'abord bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je veux moins apporter une expertise sur la dimension stockage énergie que sur une vision à la fois de territoire et d'écosystème. À l'échelle de la région, d'ailleurs, il y a la possibilité que je récupère donc l'énergie avec les sujets d'industrie, d'innovation. Dans les services pour avoir vraiment une intégration très forte du portage de la filière énergie renouvelable avec les sujets d'innovation, de développement de filière et d'enjeux de stockage. Je le dis parce qu'effectivement, dans l'appréhension globale de la région, c'est important. Vous le disiez, on a une ambition très forte avec notre stratégie énergie positive en 2050, avec la multiplication quasiment par 3 de la production d'énergie renouvelable et évidemment avec un focus très important sur le photovoltaïque et l'éolien. Évidemment sur ces sujets d'intermittence d'énergie renouvelable. Alors, en particulier. Dans les termes, on dit souvent variabilité. Variabilité, effectivement. Variabilité, c'est mieux. Pardon, vous avez raison de me corriger. C'est le prisme industrie-économie et je m'acculture à la sémantique de l'énergie. Merci de me reprendre. Et donc sur ces aspects de variabilité, évidemment que ces aspects de stockage qui ont été évoqués à l'instant sont clés dans une approche de territoire pour ces sujets de variabilité, pour aussi des raisons selon lesquelles vous parliez tout à l'heure des steppes. Les steppes, c'est important, mais je pense que ça sera insuffisant, donc on ne peut pas tout miser là-dessus. En tout cas, en Occitanie, en particulier avec les enjeux autour de l'eau que nous avons dans notre région. Et aussi, nous, on a plutôt la conviction, contrairement à d'autres régions, que ces systèmes de stockage décentralisés à proximité de sites de production sont peut-être une stratégie plus adaptée à l'Occitanie. On en reparlera, j'entendais le sujet du foncier aussi, ça me paraît être un sujet clé. Ça nous paraît vraiment extrêmement important. Juste dire un mot peut-être aussi, parce qu'on est dans un atelier très batterie, j'ai compris ça. Mais dire quand même que la stratégie de la région Occitanie, elle est très vaste, notamment sur, y compris la partie chaleur, sur des énergies de récupération, où on travaille et on soutient des acteurs comme Ecotech Ceram par exemple, ou Water Horizon, qu'on le fait aussi sur le Power to Gas avec tout ce qui est lié évidemment à l'hydrogène, à la pile à combustible, qu'on a aussi travaillé des acteurs qui sont vraiment pionniers en Europe, et qui sont là à l'atelier. D'ailleurs, je remercie encore vivement Skeleton sur des nouvelles technologies extrêmement révolutionnaires de supercondensateurs avec ce graphène incurvé qui est extrêmement prometteur et qui a des débouchés extrêmement prometteurs. Et on a le plaisir, au titre de la stratégie d'attractivité de la région, alors qu'on est en concurrence à l'échelle européenne, d'avoir non seulement la chance d'avoir une partie de la R&D Skeleton, mais aussi l'industrialisation et une des usines sur des très gros projets, enfin des très gros investissements financiers et en nombre d'emplois, et évidemment sur les parties batteries. Et là, mon collègue de l'ADEME le disait, je pense qu'il y a vraiment, à ce stade sur les batteries, beaucoup de partis pris technologiques. On parle de la batterie lithium-ion, mais on a aussi tout ce qui est lithium-soufre, les technologies électrolytes solides. Donc il y a énormément d'innovation en ce moment. Et je pense que c'est le sens aussi que des directions en charge des sujets d'innovation, de la R&D, de la recherche se saisissent de ces sujets-là. J'en parlais avec un des intervenants, il y a la bataille de la souveraineté sur les sujets de batterie. Je pense que malheureusement, quand on voit la part de marché de l'Asie, on est sur des rattrapages qui sont extrêmement compliqués et on n'arrivera à reprendre des parts de marché que par l'innovation et la R&D. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, vous nous aviez proposé une diapo, donc je ne sais pas si on peut la voir aussi, parce que je n'ai pas forcément la main sur ce qui se passe au niveau de l'écran, mais qui montre justement la richesse de cet écosystème. Merci. Oui, ça c'est vraiment effectivement, donc comme en Occitanie, on a la conviction qu'il faut structurer une filière ou l'écosystème sur le stockage de l'énergie. On a appliqué donc ce qu'on fait traditionnellement sur des filières émergentes ou des filières classiques, et grâce à l'Agence de
de développement économique, l'agence SADOC, que je remercie, on a lancé une étude assez approfondie pour cartographier tout l'écosystème des acteurs qui jouent un rôle dans cette dimension de stockage de l'énergie, que ce soit d'ailleurs sur des sujets, comme je le disais tout à l'heure, power to gas ou sur les volets batterie. Donc là, on a vraiment une cartographie, ou sur les parties STEP, sur les volets mécaniques, on le voit là, avec Chem et EDF. Donc on a environ 70 acteurs industriels et académiques. Ce qui est quand même un écosystème extrêmement intéressant sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec voilà, beaucoup d'acteurs. Tous les acteurs, je ne développe pas ça parce qu'on est quand même très centré batterie, mais sur tous les volets hydrogène, on est quand même plutôt sur des applications et des usages industrie, mobilité. En revanche, sur les sujets batterie, là, on a vraiment un écosystème extrêmement intéressant. Et donc, la stratégie de la région, elle est assez simple. Elle est de soutenir tout cet écosystème dans la dimension de l'appui à la R&D, à l'innovation, à la recherche, aussi à l'innovation collaborative. Alors, je ne le développe pas parce que tout à l'heure, il y a les résultats d'un AMI que l'agence SADOC a lancé avec des partenaires, d'ailleurs avec l'ADEME et un certain nombre de partenaires que je ne cite pas tous pour ne pas perdre de temps, mais un AMI sur tout ce qui est innovation et développement de projets de stockage électrique sur batterie. Et là, bon, je vais pas dévoiler ni les lauréats, mais quand même des enseignements intéressants qu'on a pu avoir, c'est qu'on a énormément de projets intéressants en région sur le développement et la mise en œuvre de solutions de batterie deuxième vie. Ça, c'est extrêmement clair, avec beaucoup de sujets autour de l'état de santé de la batterie après utilisation et son pilotage après en temps réel, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé qui est ressorti. Et énormément de sujets lauréats sur le développement de solutions de pilotage en temps réel, sur les managements de système, sur voilà, l'anticipation de pics de production, les sujets d'allocation en temps réel de l'énergie, etc., sur le stockage. Donc ça j'y reviens pas, mais pour nous, c'est des sujets vraiment très clés sur cette innovation collaborative entre acteurs. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour ceux que ça intéresse davantage d'avoir plus de détails, tout à l'heure, juste à la fin de cette table ronde, il y aura donc d'ailleurs la remise, alors c'est pas des prix, hein, mais en tout cas la déclaration des lauréats. Ça sera juste à côté, là, la salle B, juste en sortant. Et là, vous aurez le temps de découvrir un peu plus en profondeur, un peu plus en détail les lauréats et leurs projets. Moi, j'avais une question pour vous deux, peut-être commencer avec vous, Monsieur Iacono. C'est que peut faire une région, alors là, avec un R majuscule, un territoire, par rapport à ces questions de stockage, de réseau, quand on a une gestion centralisée en France par le réseau de transport d'électricité, par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution. Parce que forcément, il y a des besoins, il y a des spécificités. Vous l'avez dit, il y a le photovoltaïque qui prend une place très très importante dans la région Occitanie, avec l'éolien qui est déjà là. Comment on discute, comment on fait valoir des choses, comment autant on voit bien sur le développement économique, voilà, il y a cette carte au niveau entreprise due à la compétence économie, autant sur la partie compétence énergie, quelle est la marge de manœuvre en fait des territoires et comment ils se distinguent? La marge de manœuvre, elle est dans le dialogue. Je pense que je disais tout à l'heure sur les enjeux de souveraineté, de part de marché de l'Asie aujourd'hui, sur notamment les batteries, mais je pourrais étendre plus globalement à la filière globale de l'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'Occitanie est peut-être une région historiquement moins industrielle que d'autres régions françaises, comme les Hauts-de-France, etc. Et cet aspect-là, il a un impact sur la structuration du réseau électrique par RTE, etc. Et donc nous, on est comment dire, évidemment très connecté avec RTE et Enedis pour garantir des puissances suffisantes dans nos stratégies d'industrialisation déjà. Et compte tenu de tout ce qu'on parlait sur l'augmentation de la demande, l'électrification des usages, etc., évidemment que le sujet, voilà, du stockage vient apporter dans le pilotage global du réseau et apporter une plus-value, ou alors dans des systèmes d'autoconsommation qui sont importants, intéressants,
Néanmoins, j'ai assez peu d'exemples encore concrets sur, en particulier, des groupes économiques où on a ces sujets-là. Il y a quelques expérimentations. Je crois que notamment le groupe Neoen a fait quelques expérimentations en région, me semble-t-il. Mais je pense que c'est effectivement à développer. Mais les deux sont pas du tout à opposer. Moi, je pense que c'est extrêmement complémentaire. Et que le stockage apporte aussi globalement au réseau. Mais je crois que mon collègue Ladem est plus calé que moi là-dessus. Non, c'est très complémentairement. C'est vrai que quand tout à l'heure on évoquait des choses liées au développement des batteries et des services systèmes et de décalage d'offres et de la demande qui étaient réalisés, c'était une réflexion centralisée. Mais il y a une partie du développement des batteries qui sont motivées pour d'autres raisons qui sont liées aux congestions locales. Et là, pour le coup, donc forcément, comme le nom l'indique, c'est lié à la localité. Mais les travaux menés par RTE, Enedis et la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, tendent justement à favoriser cette prise en compte du contexte local pour essayer de mieux intégrer le stockage sur le réseau, notamment en incitant les stockeurs à injecter lorsque la poche locale, on appelle ça une poche sur le réseau de distribution, et finalement dans une saturation de consommation, oui, et ensuite à soutirer lorsqu'il y a une saturation de production du fait de la décentralisation des ENR. Et là, dans ce cas-là, sur un schéma local de déploiement des énergies renouvelables, le stockage peut avoir vraiment sa part à jouer. Est-ce qu'il est aujourd'hui prévu, par exemple, quand il y a un nouveau poste de RTE, qui est justement, par rapport à cette question du foncier, un espace dédié ou mis en réserve pour un projet de stockage ultérieur, ou aujourd'hui on n'y est pas à ça? Non, on n'y est pas. Par contre, il commence à être mené des appels d'offres spécifiques pour de la flexibilité locale et donc qui, encore une fois, mettent en concurrence de la flexibilité de la demande et des stockages pour du déploiement sur des zones dédiées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore de quelque chose d'aussi organisé comme pourraient être les N3 RENR qui n'intègrent pas encore tout à fait à sa juste valeur le stockage. Merci à vous deux. Donc je vais demander tout de suite à Bruno Bouteille, Khalid Radouane et Julian Zingel de nous rejoindre sur scène et de s'asseoir, de prendre chacun un micro pour la seconde séquence de cette table ronde sur les visions d'entreprise et des retours d'expérience sur les avancées du stockage stationnaire. Donc bienvenue à vous trois. Je vous présenterai à tour de rôle et je commence avec vous, Julian. Un grand merci d'abord d'avoir fait le déplacement jusqu'à Montpellier spécialement pour cette table ronde. Depuis Berlin. Voilà, vous êtes le directeur des ventes de l'entreprise Skeleton, donc, que Johan a présenté tout à l'heure. Vous êtes le directeur des ventes pour la partie production d'énergie et réseau. Donc une entreprise dont le siège est en Estonie, mais qui effectivement a un site son second site en Allemagne, et votre pays natal, Julian. Vous allez vous exprimer donc avec nous en anglais. Il y aura la traduction en direct depuis la cabine. Et donc, et bientôt en France, donc vous l'avez dit, en Occitanie, nous y reviendrons peut-être. Donc Skeleton, c'est environ, vous me dites si je dis une bêtise, 300 salariés aujourd'hui, une activité centrée sur les technologies de stockage dédiées à la mobilité, notamment le stockage d'énergie récupéré au freinage. Et vous êtes aussi sur le segment du pas variable, pitch control, comme on dit dans des éoliennes, donc autre sujet qui nous intéresse ici sur Energaia, bien sûr. Et vous arrivez donc sur ce segment du stockage stationnaire. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire comment ça se fait cette arrivée là sur ce segment du stockage? Est-ce que c'est vraiment différent? Et nous expliquer effectivement, après on va regarder les différentes technologies par rapport aux usages. Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je parle en anglais, j'espère que ça ira pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? C'est vrai que la mobilité est un secteur très important pour nous, mais nous sommes également nous sommes très actifs dans le stockage stationnaire depuis plusieurs années. Surtout quand on regarde le réseau électrique avec
avec la mobilité, les centres de données. C'est une industrie très importante pour nous en industrie, mais aussi par rapport à la stabilité du réseau avec des énormes installations, même s'ils sont très, très grandes. Il y a éventuellement un potentiel pour avoir un système mobile comme un container. De façon générale, nous parlons d'un stockage stationnaire à grande échelle, haute puissante, avec très peu d'énergie pour stabiliser. Et on le fait, eh bien, nous vient du point de vue d'application, c'est-à-dire nous commençons avec la demande du client, on regarde l'application et à partir de là, nous construisons le système et par la suite, on intègre la haute tension, on installe dans le réseau électrique, par exemple, avec les centres de données, par exemple, on les approche aussi. Ce sont aussi nos clients. Là, vous avez vous avez une slide là-dessus sur les usages. Yes. Juste, si on peut revenir sur la précédente, d'expliquer, sans rentrer peut-être dans tous les détails techniques, mais en gros, en quoi ça consiste, le principe de stockage de Skeleton. Yeah. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est que je travaille depuis longtemps dans le monde du stockage. Et ce qu'on fait, Skeleton, c'est une sorte de stockage, mais c'est pas typique avec le lithium, le fer à longue durée. C'est focalisé sur les applications haute puissance pour une période, pour une durée relativement courte. Hein. Ce que vous voyez ici est tout simplement le principe. Vous avez, comme à chaque fois, des matières premières. Nous n'utilisons pas de matières rares. Hein. Donc, la notion de recyclage est beaucoup plus intéressante pour l'écologie. Eh bien, il y a le charbon activé et nous avons le graphime de courbe. C'est une synthèse particulière avec certaines caractéristiques spécifiques. OK. Donc, vous disiez, justement, si on passe l'autre, c'était sur comment ça peut être sur le réseau, éventuellement. Comment vous approchez cette question-là, justement, en fonction de type de matériel? Quand on parle de l'intégration du réseau électrique, il y a plusieurs applications. Vous avez la possibilité de regarder du contrôle des éoliennes, par exemple. Nous mettons une certaine inertie quand on voit sur le marché qu'il y a une réduction dans la production des turbines à gaz, hein, avec beaucoup d'installations d'éoliennes. Ça augmente l'instabilité du réseau parce que c'est moins, on peut compter moins dessus et ça a tendance à niveler les pics. Ça peut avoir des charges avec beaucoup de cycles. Par exemple, une batterie lithium fer s'arrêterait très tôt, alors que le supercapaciteur peut travailler pendant des millions de cycles et ça rajoute à d'autres technologies. Nous disons toujours c'est la première ligne de défense dans le réseau. Et puis là, vous voyez, par exemple, on a vu les différents services auxiliaires dans le réseau. Là aussi, il y a plusieurs différentes technologies qu'on peut utiliser. Le supercapaciteur est à la première ligne de défense qui s'occupe de l'inertie virtuelle dans le réseau. C'est une super batterie qui est une sorte de hybride entre un supercapaciteur et la batterie lithium-fer avec plus de capacité et peut toujours reprendre la réponse de fréquence primaire. Tout ce qui va au-delà de ça est vraiment intéressant pour d'autres technologies. Par exemple, vous avez vu ça avec les batteries lithium-fer.
Donc là, on est sur des temps de réaction relativement courts, hein. On peut voir quand même à la fin, on peut garder la diapo jusqu'à 12 minutes. Mais aujourd'hui, sur la demande que vous avez, on est sur quelle plage? C'est quoi la demande du marché aujourd'hui? Alors, essentiellement, ce que nous voyons aujourd'hui, les marchés les plus importants sont Estatcom, c'est-à-dire quand on parle de stationnaire, hein, mobile, c'est autre chose, mais c'est l'inertie virtuelle. Le marché allemand est une sorte de test de laboratoire. Beaucoup de pays regardent l'Allemagne parce que on a pris la décision d'installer Estatcoms. Il y a d'autres pays qui nous observent actuellement sur le marché allemand. En dehors de cela, les centres de données, par exemple, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ont besoin de tellement de puissance de computers, montrent aussi beaucoup de pics. Les supercapaciteurs ont aussi la capacité de traiter les fluctuations, la variabilité, alors que d'autres technologies auraient beaucoup de difficultés au niveau de la fin de vie, alors que les supercaps, les super batteries ont la capacité de traiter ces variabilités. Alors, question pour vous et aussi pour et Diacono. Donc Skeleton a décidé de s'installer en Occitanie avec une usine de super batterie. Donc a priori, si j'ai bien compris, c'est la recharge ultra rapide de véhicules électriques qui est visée là, sauf si j'ai pas bien compris. On parle de 600 millions d'euros d'investissement et 300 emplois d'ici à peu près 5 ans. Déjà savoir comment ça s'est fait, cette rencontre entre la région et vous. C'est toujours intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis, si on est à Energaia, on est le salon des énergies renouvelables, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un prolongement, une conséquence sur justement tout cet enjeu de nos énergies renouvelables, donc variables, par rapport à une implantation comme Skeleton sur des applications vraiment plus de temps que ce qu'on a vu? Je vais répondre à la première partie de la question et je laisserai Skeleton sur la deuxième partie. Sur comment ça s'est fait, c'est clairement comme tous les grands sujets de réindustrialisation et de concurrence à l'échelle internationale. Donc c'est des dossiers qui sont adressés par Business France. Et ensuite, toutes les régions françaises qui ont des écosystèmes se mettent sur les rangs de la concurrence. Nous, clairement, ce qui a joué, c'est quand même ces trois aspects. C'est d'abord notre écosystème énergie, mais aussi l'écosystème potentiel des clients sur les aspects, puisque parmi les débouchés, il y a toute la filière aéronautique, spatiale, etc., qui peut être potentiellement des clients. Donc ça a clairement joué. Deuxième aspect, c'est la force de notre recherche en région. Skeleton a des partenariats très forts avec le CIRIMAT. Aujourd'hui, toute la partie R&D qui déploie en France vont être hébergés au CEATEC à la Beige, à côté de Toulouse. Et ensuite, c'est la stratégie qu'a déployée la présidente Delga, de dire qu'il faut maintenir des grands fonciers économiques dérisqués pour accueillir alors non pas là, c'est peut-être pas une gigafactory, mais au moins une méga-factory, parce que c'est quand même énormément d'emprise et donc d'emplois, et d'avoir donc non seulement un foncier dérisqué, mais des stratégies intégrées de portage immobilier, puisqu'on va faire nous-mêmes le portage immobilier pour le compte de Skeleton sur la base d'un cahier des charges, et aussi la mise en place de notre fonds souverain régional, puisque on est sur des projets, vous disiez, à près de 600 millions d'euros, et notre fonds souverain est engagé à hauteur de 10 millions d'euros sur ces sujets-là. Donc c'est des sujets qui sont, comment dire, assez... c'est pas tous les jours qu'il y a des projets comme cela, mais on est vraiment très fiers de l'avoir gagné, parce qu'il y avait une très grosse concurrence à l'échelle européenne, et on est convaincu que ça peut beaucoup apporter à l'écosystème et à toute notre filière en Occitanie. Donc Juliane, peut-être juste sur les questions, pour effectivement le temps file, est-ce qu'on peut espérer des conséquences heureuses pour les énergies renouvelables aussi, sur cette question du stockage avec votre arrivée?
Oui, je suis très sûr, hein, parce que surtout quand on regarde le lien entre les renouvelables et même les stockages à court terme, il y a un potentiel très élevé quand on parle d'arbitrage à court terme, avec 15 minutes par exemple d'arbitrage. Avec les cycles où vous pouvez charger et décharger sur le marché, ça a beaucoup de bénéfices pour les énergies renouvelables. Et la combinaison de l'aspect renouvelable avec la puissance élevée, un système de cycle élevé, là aussi, c'est une opportunité unique pour participer dans le service, dans le marché auxiliaire par rapport au système de stockage. Merci Juliane. On garde toujours les questions, hein, gardez-les bien en tête. Là, on avance avec Khalid donc Radouane, directeur nouvelles technologies d'EDF renouvelable. Donc filiale, ça ne vous a pas échappé, d'EDF, qui est redevenu propriété de l'État français à 100%. Je le rappelle parce que des fois, ce n'est pas très clair dans l'esprit du public, même en étant dans un salon comme Energaia. Donc 15 gigawatts installés dans le monde, 5000 salariés, je parle que d'EDF renouvelable. Hein. Et vous, parmi les 5000, donc chargés de l'innovation, vous faites le pont, vous m'avez dit, entre le service R&D et l'activité de développement sur le terrain. Et vous êtes, vous me l'avez dit, là aussi, très connecté à l'opérationnel. Et c'est ce regard, le vôtre, qui nous intéresse aujourd'hui. Comment EDF Renouvelable aborde la question du stockage stationnaire, justement avec ce côté à la fois R&D et marché qui est en train d'arriver. Comment vous l'abordez aujourd'hui ? Merci déjà. Pour commencer, EDF Renouvelable, effectivement, on est présent dans 22 pays dans le monde. Et c'est cette, je dirais, diversité que je peux à la limite partager aujourd'hui aussi, parce que quand on parle de stockage, il y a un développement de stockage qui a différents niveaux, avec des développements qui sont vraiment dans chaque pays qui sont différents. Il y a des pays qui sont très avancés, il y a des pays qui sont très en retard. Et ce regard-là que alors nous, on est comment, nous partager. Ouais, alors nous, on est comment On est avancé, on est au milieu, vous diriez quoi déjà ? On va dire en marche. Ça c'est sûr, parce qu'effectivement, mon collègue de l'ADEME a bien précisé qu'on est encore à 1 gigawatt, moins d'1 gigawatt d'installés. Et quand on regarde d'autres pays, donc il y a plusieurs gigawatts déjà d'installés, effectivement c'est très avancé. Ça c'est un fait, parce que tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout à l'heure vous avez parlé des ENR non pilotables. Non, je corrige, sont pilotables. Et quand vous dites effectivement on fait un pont entre la R&D et l'opérationnel, c'est ce travail-là qu'on fait. Donc depuis 2016 de mémoire, on était lauréat d'un projet dans lequel on a innové, on a permis, c'était l'appel d'offres d'innovation PV à l'époque, et on a permis de mettre en place des solutions de pilotage des ENR. Aujourd'hui, on peut baisser la puissance d'une centrale PV. C'est possible, on peut le faire. Bien sûr, si on veut faire des réglages de la fréquence ou du support réseau, donc il faut faire à la hausse et à la baisse pour suivre les choses. Mais aujourd'hui, c'est possible. Donc les ENR sont pilotables aujourd'hui avec des innovations, avec des EMS qui sont possibles d'installer sur nos centrales. Si je reviens sur la question de stockage, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, donc le stockage dépend également des taux de pénétration des ENR. Le développement des stockages dépend des taux de pénétration des ENR. Et le stockage a un modèle d'affaires qui est un peu plus complexe que le modèle d'affaires d'une centrale PV classique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est en face d'une centrale stockage, il faut rentabiliser ce projet-là. Et on a été confronté à un business model qu'il faut avancer avec un stack de services. C'est-à-dire que, je m'explique, au lieu que la batterie fait un seul service, c'est-à-dire il fait le largage de la fréquence primaire, on peut aussi faire le déplacement de la charge. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a la possibilité de charger quand l'électricité est moins chère et décharger quand l'électricité est beaucoup plus chère. Ça, c'est aussi d'autres services. Donc ça, c'est aussi un retour d'expérience qu'on a sur le stockage. Sur le troisième point que j'ai également partagé, quand on est en face d'une centrale, il y a exactement l'aspect technologique. On parle beaucoup de lithium-ion aujourd'hui.
On commence à parler effectivement du supercapacité, mais chaque solution a son application. On peut parler aussi d'autres technologies qui sont en train d'arriver, comme le Redox Flow, qui sont des technologies aujourd'hui, qui sont plutôt des technologies à une durée de Vous voulez en parler tout de suite? Vous avez un retour d'expérience là-dessus? On peut le passer éventuellement si... Voilà, je ne sais pas si en régie on me voit pour passer la diapo. Vous avez un retour d'expérience effectivement. Alors pas ici, on imagine que c'est des contraintes réseau particulières en Afrique du Sud. Alors ça c'est une expérience, enfin c'est un projet. Ah, c'est pas celui-là, ça innovant. c'était en Angleterre. Ça, Ouais. Je me suis pris donc, le premier Redox Flow, on peut le passer. Exactement. On va l'enchaîner. Vous pouvez le remettre s'il vous plaît pour la régie, pour la diapo. Donc juste ce projet Redox Flow, vous êtes en Angleterre. Tout à fait. Peut-être tout simplement parce que l'électricité est plus chère là-bas aussi, dans le modèle d'affaires. Et il y a un réseau aussi qui est très contraint, parce qu'un taux de pénétration qui est plus élevé. Donc du coup, on a beaucoup plus de capacités de stockage qui sont installées. Et donc on a développé pas mal de capacités de stockage en Angleterre. L'exemple ici, c'est encore un projet plus innovant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire dans ce projet-là, c'est de combiner ou d'hybrider deux types de technologies. Et une technologie qu'on appelle technologie puissance, c'est les lithium-ion. Et là, c'est 50 MW pendant 1 heure de stockage. On va répondre à des besoins de fréquence, des besoins rapides pendant un certain temps court. Et on a rajouté une technologie, ce qu'on appelle Redox Flow, avec 1,2 mégas, parce que cette fois-ci, c'est 4 heures, ce qu'on appelle les batteries énergie, donc la puissance et l'énergie. Et là, c'est une autre matière, le vanadium, c'est ça? Exactement. C'est une autre chimie innovante, donc c'est de l'électrochimie aussi innovante, aujourd'hui, qu'on a installé, mais dans un but de tester. Parce qu'on a quand même une centrale qui marche, mais on a essayé de faire un test à l'échelle 1. Il faut savoir comprendre un peu ce qu'on dit, le learning by doing. On essaie de faire très vite les choses pour qu'on puisse apprendre. D'ailleurs, c'est le sujet de tout à l'heure, pourquoi les Chinois avancent beaucoup plus vite. Parce qu'ils arrivent à faire des solutions à échelle 1 très vite et apprendre très vite. Et on a le droit à l'erreur. C'est ce qu'on essaie de faire. Quick, mais pas dirty. C'est ce qu'on essaie toujours de faire. Et ça, c'est un exemple de solution qu'on essaie de faire à la fois de l'innovation, mais en même temps dans une centrale commerciale. Et là, par exemple, en 2 mots, c'est concluant? C'est concluant, oui, parce que la conclusion peut être de différentes façons. La conclusion peut être d'un point de vue commercial, d'un point de vue aussi apprentissage. On a, bien sûr, ce concluant de les deux côtés. Parce qu'on a maintenant, sait piloter des centrales hybrides. On sait développer des moyens d'intelligence qui permettent de déployer ce type de centrale et répondre à des besoins de réseau et des besoins et pouvoir rentabiliser des projets de stockage. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, en France, c'est pertinent ou c'est trop tôt pour le dire? Aujourd'hui, en France, ce qu'on a vu, ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que vous avez bien expliqué les choses, je pense que je ne dirai pas plus que ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a le réglage de la fréquence primaire, aujourd'hui, qui commence à saturer. Ça, c'est clair, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a le réglage de fréquence secondaire. On commence à aussi avoir des possibilités de faire le déplacement de la charge. Parce qu'on peut faire, on va dire, entre parenthèses, du trading d'électricité. On utilise la batterie, on charge dans un moment où l'électricité est moins chère et on peut la décharger quand l'électricité est beaucoup plus chère. Donc ça, c'est des business models qui peuvent arriver beaucoup plus tard. Mais effectivement, c'est pertinent. Mais on va dire que, je dirais, la France, aujourd'hui, on avance, mais il faut savoir aussi qu'on a un beau réseau. Trop bon réseau. Très bon réseau aussi. Parce trop que, bon réseau. Je dis très, pas trop, mais très, de toute façon, on n'est jamais parfait. Il y a toujours améliorer des choses, surtout je dirais la pénétration des ENR va encore nous pousser, parce que jusqu'à maintenant, le système électrique, il faut savoir qu'on était dans un système centralisé, on a un producteur, on a un consommateur, on passe dans un système décentralisé. Le consommateur peut devenir producteur, ce qui rajoute une complexité supplémentaire. Donc on aura besoin de tous les moyens de flexibilité, je dis bien tous les moyens de flexibilité. Vous avez parlé de la production, je peux parler de la consommation, et on peut parler du stockage, et on peut aussi parler du pilotage des ENR. Alors l'autre retour d'expérience, et puis après on va voir une autre application intéressante avec du recyclage. Là, on est effectivement dans un autre pays qui a un autre réseau. Donc, j'imagine. Donc là, c'est une histoire d'hybridation, mais c'est virtuel. Expliquez-nous l'histoire de la virtualité là. Alors, ça, c'était un projet en Afrique du Sud où l'appel d'offres, c'était technologie agnostique. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit il y a un besoin. Maintenant, tout le monde peut répondre. Même le gaz peut répondre. Donc, c'est un projet qu'on a gagné
avec du PV, de l'éolien et des batteries. Le PV, vous voyez un peu dans le nord, au milieu de l'Afrique du Sud. L'éolien, pardon, si je vois non, le PV, et le sud, il y a l'éolien. C'est 900 km qui séparent les deux. Donc en fait, une centrale virtuelle, c'est-à-dire qu'on traite tout le système comme une seule centrale, d'accord, dans lesquelles on va faire le pilotage à la fois du PV et à la fois du stockage et à la fois de l'éolien, de telle sorte qu'on rentre dans le carré que vous voyez ici, c'est le carré ou le rectangle qui est là, pour lequel on va être un peu comme du baseload, c'est comme une centrale classique. Et ça tient à l'échelle du réseau d'Afrique du Sud. On est vraiment là sur un véritable équilibrage des électrons réels. On n'est pas sur le virtuel. Oui, de toute façon, le virtuel, c'est le schéma global, parce qu'on est quand même 900 km. Ils ne sont pas connectés entre les deux. Mais ce qui les lie, c'est le réseau électrique. Les électrons, on sait très bien qu'ils vont transiter à travers le réseau. Donc nous, on gère un peu l'ensemble de telle sorte qu'on a un système qui équilibre de deux côtés. Ok. Pareil, gardez les questions. On va rester sur l'opérationnel et le concret avec vous, Bruno Bouteille. Vous êtes le PDG de l'entreprise Cirea, basée à Castres, 30 ans cette année. Alors pas vous, l'entreprise. Une quarantaine de salariés. Une activité historique autour des automatismes industriels. Là, je ne dis pas de bêtises non plus. Des outils de pilotage qui presque naturellement en fait, vous ont conduit à proposer une nouvelle offre, le stockage stationnaire d'électricité lié à une production d'électricité renouvelable sur un même site, avec une particularité, puisque votre solution technique repose sur le recyclage des batteries de véhicules électriques, donc batteries nickel, manganèse, cobalt. Pourquoi ce choix d'aller sur la recyclabilité ? En fait, ça marche. En fait, quand on parle de batterie, il y a différentes technologies de batterie. Et en fait, on entend beaucoup parler actuellement des technologies LFP, le lithium fer phosphate, qui est une technologie chinoise. Alors c'est vrai que pour en revenir, aujourd'hui, c'est 85% de la production mondiale, voilà, la part des Chinois sur le marché. Et en fait, il y a une première technologie qui s'était développée, qui était les nickel, manganèse, cobalt, et qui était développée en fait, principalement en fait, par la Corée et par le Japon. Et donc, on commençait à équiper les véhicules électriques. Et un des aspects qui est important, c'est que quand on parle de recyclabilité, la batterie nickel comme manganèse cobalt, elle était fortement critiquée par le fait qu'en fait, on allait extraire le cobalt dans les mines, notamment en Afrique. Or, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'une batterie nickel manganèse cobalt, elle est recyclable à 90% et qu'on rentre dans un cercle qui est vertueux, donc qui permet à partir de batteries usagées de reproduire de la batterie. Ça sera beaucoup plus complexe sur la batterie LFP parce qu'en fait, si on regarde en Europe, aujourd'hui, on a des filières de recyclage pour le NMC. Pour le moment, on n'en a toujours pas pour le LFP et pourtant, on est en train de déverser en Europe un flot continu de batteries LFP. Voilà, donc déjà, je m'interroge sur ce sujet-là. D'autre part, nous, en fait, il faut quand même considérer que la batterie, ce n'est pas un panneau, c'est quelque chose, c'est un équipement qui est sensible. Et nous, qui avons plutôt une vocation en fait, d'entreprise, petite entreprise, mais technologique, c'est qu'en fait, on veut quand même s'assurer de la sécurité de la batterie. Et en fait, pour s'assurer de la sécurité de la batterie, il faut bien la connaître. Et un élément clé de la batterie, c'est le BMS. Le BMS, c'est la carte électronique qui va faire la mesure en fait, des différents éléments de la batterie, notamment les tensions, les températures, etc. Et en fait, cette carte BMS, elle contient un microcontrôleur, elle fait l'acquisition de ces données, elle traite ces données et en fait, elle délivre un état de santé ou un état de charge de la batterie. On peut se dire que si la fiabilité de cette mesure elle n'est pas bonne sur un équipement sensible, on connaît les risques qui sont liés en fait, à des origines d'incendie, par exemple avec des batteries. Si cette mesure n'est pas fiable, ben forcément on multiplie le risque. Et ça, nous, à notre niveau, ça nous semblait inconcevable. Et donc, en fait, on voulait s'assurer de la maîtrise de la batterie. Donc, il nous fallait trouver des fournisseurs qui étaient en mesure de nous fournir des cellules sur lesquelles, en fait, on pouvait avoir une connaissance fine de l'électrochimie et sur lesquelles on pouvait associer notre BMS. Et là-dessus, je voudrais rajouter un troisième élément qui est clé, c'est le pilotage, parce que c'est en fonction de la connaissance de l'état de santé de la batterie et de l'état de charge que l'EMS, en fait, il peut piloter correctement la batterie et assurer sa sécurité. Donc là, on a une image, je ne sais pas si en régie, vous pouvez la passer.
Alors évidemment, c'est pas là. Hop, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui sort de chez vous. Hein, c'est remonté. Là, pour avoir une idée, c'est quoi la puissance, c'est quoi l'application? Donc là, en fait, je pense que là, on est à peu près sur 700 kWh de stockage. En fait, chaque élément que vous voyez, c'est des éléments qui font 10 kWh, qui sont câblés en fait, sous forme de string. Donc un élément a une tension nominale de 65 volts. Donc en fait, si on a 10 éléments qui sont connectés, là je crois qu'on a 7 ou 8, donc on a un peu moins. Donc en fait, on est aux alentours de tensions en fait, qui peuvent avoisiner jusqu'à 1000 volts. Quoi. Voilà. Et donc là, en fait, nous, on travaille quand même sur des puissances, on va dire, enfin, pour les initiés de 0,5C. C'est-à-dire qu'en fait, pour une puissance de 100 kWh, en fait, on va soutirer au maximum 50 kW, de manière à ne pas stresser les batteries et donc en fait à préserver aussi leur durée de vie. Quoi. Voilà. Donc là, on est plutôt sur un schéma d'une solution. Alors, celui-ci, il vient s'intégrer dans une autoconsommation collective. Donc voilà, parce que pour nous aussi, du fait que nous, en fait, on a commencé à travailler sur les énergies sur des sites isolés, principalement pour alimenter avec plusieurs sources d'énergie. Sites isolés du réseau électrique, vous voulez dire, hein, c'est ça? Des sites isolés au sens du réseau électrique. Oui, c'est cela. Oui. Ouais, c'est des sites qui ne sont pas connectés au réseau électrique et qui, pour garantir en fait l'alimentation 24 heures sur 24 de ces sites, mutualiser en fait plusieurs sources d'énergie. Par exemple, du photovoltaïque, du groupe électrogène, etc. Et comme on voulait diminuer les coûts et stabiliser en fait la fourniture d'énergie, on a commencé à intégrer des batteries. Quoi. Voilà. Voilà. Et donc là, cette application-là, en fait, oui, elle est pour l'autoconsommation collective. Et donc pour moi, en fait, le premier niveau de l'efficience énergétique, c'est déjà d'utiliser l'énergie qui est produite localement et de la consommer localement. Voilà. D'où le pourquoi en fait des batteries. Quoi. Et là, c'est un autre exemple. Donc, on voit une voiture. Là, sauf erreur, c'est une de vos applications justement sur le syndicat d'énergie du Tarn. Avec des bornes de recharge. Alors peut-être, j'imagine, il y a du photovoltaïque en haut, je crois avoir un rail, il va y avoir du photovoltaïque sur la toiture, donc il y a une connexion directe en fait entre tout ça. Et là, du coup, quel est l'intérêt de votre batterie dans ce cas-là? C'est quoi l'intérêt? En fait, il ne faut pas regarder simplement l'intérêt de la batterie, il faut regarder l'intérêt du pilotage. Voilà, donc là, en fait, c'est une autoconsommation pour effectivement le siège du syndicat d'électrification du Tarn, sur lequel, en fait, il a intégré du photovoltaïque sur ombrière. Et en fait, son photovoltaïque alimente à la fois le bâtiment et les bornes de charge. Il a une puissance de raccordement au réseau qui est relativement limitée et il peut avoir des appels de charge qui peuvent être très importants pour les charges de véhicules. De par les bornes, en fait, oui. Les bornes ont des appels de puissance trop importants par rapport à l'abonnement et du coup, là, il y a les batteries, elles arrivent, c'est ça? Voilà, les batteries, elles arrivent. Alors en fait, il y a deux niveaux. Hein. Il y a déjà le gestionnaire d'énergie qui est capable de piloter en puissance les batteries, mais en même temps, après, on est aussi capable de délivrer de la puissance pour fournir en fait les bornes de charge. Voilà. Et donc en fait les batteries elles assurent ce tampon, on va dire, entre les différents besoins des bornes et de l'autoconsommation du bâtiment et de garantir une continuité sur l'alimentation du bâtiment. Ok. Le temps tourne. Je vous propose tout de suite de passer peut-être à des questions, peut-être d'explicitation sur ce que vous avez entendu juste à l'instant, là, que ce soit de Skeleton, d'EDF Renouvelable, de Cirea, et peut-être d'avoir un petit temps. On a commencé un tout petit peu en retard. Si ça va pour vous, apparemment oui, puisque vous êtes resté là. On peut prendre quelques minutes de plus. Pour échanger de façon plus globale sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord sur Cirea, sur les solutions EDF, Skeleton. Ou est-ce qu'on entame une petite discussion sur le fond? Soyez pas timide, c'est toujours la première question. Et après, voilà. Il y a une question ici, donc je ne sais pas si le micro peut passer devant. Voilà. Et si vous pouvez vous présenter brièvement, juste savoir qui prend la parole. Oui, merci. Bonjour. Annie Cherrier, consultant en IRVE. J'ai une question plutôt orientée pour les batteries. En termes de sécurité sur ces batteries-là en question, aujourd'hui, comment on peut sécuriser au mieux un départ de feu, par exemple, sur ce type de stockage stationnaire ou autre type de stockage? Merci. Voilà. Bruno Bouteille, c'est très compliqué en fait, de sécuriser en fait, un départ de feu sur une batterie lithium. En fait, la seule manière d'éteindre un incendie de batterie lithium, c'est de l'immerger pour le refroidir immédiatement. Donc ça, c'est assez complexe.
Donc en fait, on travaille plutôt, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de l'analyse des signaux du BMS pour garantir en fait et de prévenir en fait un départ d'incendie. Voilà. Et en plus, après derrière, il y a aussi différentes technologies de batterie qui se prêtent différemment à une meilleure sécurisation de l'ensemble. Parce que bon, là après, il faudrait rentrer dans les détails, mais on a des batteries en fait qui sont capables de contenir des évents. Et en fait, avant un emballement thermique, on a un échappement de gaz. Et en fait, cet échappement de gaz, il peut prévenir en fait un emballement thermique. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les batteries sur lesquelles en fait, on peut obtenir on peut mettre en place ce procédé, quoi. Voilà. Sur la question de la sécurité? Je peux à la limite compléter. Il y a des normes déjà en fait, qui existent sur lesquelles aujourd'hui toutes les centrales sont appliquées. Enfin, on applique ces normes. En plus, si le feu arrive, de toute façon, il faut brûler. Il faut brûler, donc il n'y a pas d'autre solution parce que c'est un emballage. Tellement d'énergie, il faut la dégager. Par contre, aujourd'hui, avec la R&D et également d'EDF, on a des moyens de test, parce qu'il faut tester toutes les batteries pour comprendre un peu ce qu'il y a dans les batteries, déjà dans un premier point. Deuxièmement, il faut mettre en place des moyens de pilotage, ce qu'on appelle l'état de santé des batteries, parce qu'on sait très bien que le moment où ça va commencer à prendre feu, c'est ce qu'on appelle le knee point, c'est un point d'inflexion, ou le point de non-retour qui va arriver. Donc l'objectif, c'est de ne pas arriver à ce point de non-retour, ou pouvoir s'arrêter avant. C'est un peu la façon de suivre aujourd'hui des centrales. Mais le risque zéro n'existe pas. Juliane? Je voudrais ajouter un point supplémentaire. Tout dépend aussi du type de batterie, du type de technologie. Ce que je présentais avec ces super batteries, c'est un autre type de batterie en fait, avec un condensateur. Et vous n'avez pas ces mêmes problèmes. Vous pouvez le placer dans un corridor sans peur d'emballement, par exemple. Et ça, c'est justement un des avantages principaux quand vous parlez de ce type de technologie comparé aux autres. Même si, en général, c'est complémentaire et ce n'est pas un remplacement d'une technologie donnée. Merci. On prend une autre question? Oui, là-bas. Monsieur, pouvez vous manifester même avant. On va en prendre 2-3 avant de vous laisser continuer. Bonjour. Sur le salon. Ouais. Lionel Daucher, consultant en gestion de projet énergie renouvelable. Vous disiez tout à l'heure que la filière de recyclage du NMC est en place en Europe et que celle du LFP n'est pas encore en place. Mais est-ce que du point de vue technologique, on sait recycler les batteries à LFP? Est-ce que ça sera possible dans les années à venir? Alors, est-ce que il semble qu'il y ait des filières qui commencent à se mettre en place sur le LFP. Mais effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas encore de connaissances et peut-être l'ADEME sera mieux en mesure de nous répondre là-dessus. Alors, ce n'est pas mon cœur de métier, c'est plus une collègue qui travaille là-dessus, mais le fait que ça se déploie beaucoup moins que le NMC, c'est essentiellement lié à la valeur. Il ne me semble pas que ce soit une incertitude technologique, mais surtout que le phosphate de fer, en soi, ça n'a pas vraiment de valeur de recyclage. Et donc, avec l'arrivée par contre, des taux de lithium recyclés obligatoires dans les batteries de mobilité, là, il va y avoir un intérêt à accélérer les capacités de recyclage spécifiquement pour le LFP, pour la partie lithium. Pour la partie fer-phosphate, c'est moins sûr. Finalement, c'est un peu comme la question du photovoltaïque en général aussi, du recyclage. On arrive à un intérêt quand il y a un certain volume aussi, soit avec une réglementation qui l'impose, ou effectivement avec des questions de matières critiques. Là, je pense par exemple à l'argent dans le photovoltaïque, qui peut être une donnée d'intérêt de recycler. Mais s'il n'y a pas l'intérêt économique et s'il n'y a pas la contrainte réglementaire, effectivement, on n'y est pas. Il y a un point que je voudrais ajouter sur le recyclage. En fait, aujourd'hui, quand on veut mettre une batterie LFP dans une filière de recyclage, le coût il est à peu près de 30 à 35 euros du kilo, alors que sur une batterie NMC, il est 5 à 6 fois moins cher. Parce qu'effectivement, on va valoriser les composants de la batterie NMC qu'on ne pourra pas valoriser dans le LFP. Merci à vous pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas d'autres. Si, encore une question là-bas, une question ici. Alors, oui, il y en a une là, et on peut déjà préparer le micro pour la personne qui est à l'autre bout. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ouais, bonjour. Ah. Oui, c'est bon. Oui, vous m'entendez ?
Okay. Bonjour, Eric Notes, consultant en matière de deuxième vie batterie, sécurité batterie, accessoirement. J'avais une question qui portait plus particulièrement sur le maillage de batterie qu'a présenté notre ami de l'ADEME. En fait, j'aimerais juste votre avis sur une remarque qui est issue des rapports du GIEC d'il y a 2 ans et qui disait d'ailleurs, avec l'ADEME, qu'on devait avoir un maillage local beaucoup plus dense et que même si on avait une très grande efficacité dans le domaine de la flexibilité, il nous faudrait avoir l'équivalent de 1 méga pour 10 000 habitants sur un territoire comme la France. Est-ce que vous avez un commentaire sur, je dirais, le marché batterie que cela peut occasionner dans le cadre de la gestion des réseaux en fréquence et également en sécurisation? Donc 1 méga pour 10 000 habitants, ça fait 6 gigawatts à l'échelle de la France, disons. Alors je ne sais pas comment a été fait ce calcul, moi je ne le connais pas, désolé. Je sais juste que, comme j'essayais de l'exprimer, il y a une forte relation avec à quel point les comportements des usagers vont évoluer dans les années à venir pour justement permettre une flexibilité, plutôt un décalage des consommations sur la base d'horaires plus dynamiques que ce qui est fait actuellement. On parle beaucoup des heures creuses, heures pleines, mais en fait le système est pour l'instant très très simpliste comparé à ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne. On a un système qui est très protecteur des consommateurs et pour plein de raisons ça a beaucoup de valeur en France, mais il y a peu d'offres de flexibilité qui ouvrent justement à prendre en compte la volatilité des prix pour orienter le comportement des consommateurs de manière plus active. Et donc c'est d'abord ça qui va générer en effet un besoin plus ou moins important de batterie. Et ensuite sur le maillage en tant que tel, c'est vrai que c'est une grosse question qu'on se pose à l'ADEME sur l'intérêt d'avoir beaucoup de batteries décentralisées comparé à des grid scale, donc des gros sites de 50 MW qui sont donc plus performants forcément pour justement empiler les revenus, mais par contre qui ont une empreinte foncière et qui peut-être ne peuvent pas faire certains types de services qui pourraient apparaître sur le réseau de basse tension que certains développeurs des technos mettent en avant. Donc là-dessus, on essaie de ne pas être conclusif, puisqu'en fait, on n'a pas encore de conclusion du côté de l'ADEME. Je n'ai pas l'impression que ce soit très établi non plus du point de vue des gestionnaires de réseau, mais il y a un intérêt tout de même au foisonnement pour, dès lors que des congestions locales apparaissent, et donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'intérêt dans certaines poches de distribution d'avoir des implantations rapidement plutôt que des renforcements à certains moments, puisque ça peut être moins coûteux en matière, en argent, au cas par cas. Alors, pendant qu'on va donner le micro, et ça sera la dernière question pour cette table ronde qu'on va conclure. Moi j'en avais une, j'en profite, justement je relance. Alors peut-être c'est un débat qu'on n'aura pas le temps d'avoir ici, mais l'ADEME effectivement avec RTE dans cet avis, enfin l'ADEME dans l'avis, et en lien avec RTE, et a un avis plutôt nuancé sur l'intérêt aujourd'hui des batteries stationnaires par rapport justement à ce levier de la flexibilité notamment. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait aller assez loin dans le développement du photovoltaïque, puisque c'est un sujet qui nous intéresse aussi ici à Energaia, du photovoltaïque, de l'éolien, sans avoir recours au stockage, jusqu'à un niveau, j'avais lu, de 80% à peu près pour l'éolien ou le photovoltaïque. Est-ce que j'ai bien compris? Ce qu'on essaye de prioriser, c'est vraiment le sujet de l'optimisation des impacts environnementaux, entre guillemets. Que forcément, développer plus de batteries dans un monde où on va quand même mettre plusieurs térawattheures de batteries en France sur les routes, derrière, ça pose les questions de rajouter encore des dizaines de gigawattheures dans les maisons ou sur du foncier additionnel. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'alerter sur les impacts environnementaux qui sont non neutres pour le déploiement de la filière stockage électrochimique en France. Pour autant, le service qu'ils rendent pour le réseau électrique, il est très très important et il sera nécessaire dans une certaine mesure. Donc c'est pas qu'on est, disons, contre le développement du stockage, bien au contraire, mais par contre d'essayer de le faire de façon raisonnée avec un plan clair sur l'interaction avec les autres flexibilités, parce que comme vous le mentionniez, le stockage a un sens en
tant que flexibilité, là où RTE parle d'un bouquet de flexibilité d'ailleurs, ou pour mettre ça en perspective d'autres types de flexibilité, et donc de ne pas forcément d'orienter purement vers des stockages batteries, mais de dire on a besoin de plus de flexibilité, essayons d'aller vers un moindre impact environnemental global, en encourageant, d'ailleurs c'est ce que fait la Creux très récemment, en ouvrant peut-être enfin le décalage des heures creuses pour prendre en compte la pointe solaire, ce qui permettra d'avoir moins besoin de stockage, mais on en a encore besoin de beaucoup. Donc, en somme, il faut juste réussir à essayer de faire une bonne planification de l'évolution du système électrique en donnant, je ne sais plus quel intervenant, excusez-moi, le disait tout à l'heure, mais un rôle plus important aux consommateurs via la gestion de la flexibilité de la demande qui peut être derrière stratégique pour le système électrique. Merci. Et donc peut-être la dernière question et la réponse qui va clôturer cette table ronde, allez-y. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Maxence Matuchet, ingénieur avant-vente sur la partie stockage d'énergie chez Socomec. Moi, j'ai plutôt une question liée au marché. On voit boomer, on va dire, de manière générale, la demande dans les pays d'Europe de l'Est en particulier. Et l'Allemagne aussi, comme mentionné, a aussi beaucoup de demandes sur le stockage d'énergie. Mais finalement, pourquoi la France est-elle si timide? Pourquoi on met tant de temps en France à se lancer dans des solutions de stockage alors qu'on justement, alors certes, une partie de la réponse a déjà été donnée, mais on en connaît les enjeux, on en connaît les bénéfices, et finalement, la France est, à mon humble avis, pour moi, c'est un peu un pays qui est en retard sur ce sujet-là. J'arrive pas à comprendre, si vous voulez, la raison pour laquelle on a un décalage par rapport à certains pays comme la Suède ou comme la Norvège qui sont très avancés sur le sujet. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir une réponse à plusieurs voix de par vos expériences en Allemagne, au niveau international avec EDF, une vision qu'on a pu avoir déjà avec Pierre, côté ADEME. Let me just maybe take one Je vais peut-être prendre une partie de la question. Pourquoi est-ce que la France accuse du retard? Souvent, il y a une demande de stockage qui augmente avec l'installation des énergies renouvelables et aussi l'instabilité et l'intermittence dont je parlais tout à l'heure. Dans les pays nordiques, il y a beaucoup d'énergie renouvelable depuis longtemps. L'Allemagne avait pris la décision donc de fermer les turbines à gaz, de les enlever du réseau, ainsi que les centrales nucléaires, bien entendu. Et la France était dans une situation un petit peu unique, car il y a beaucoup d'équipements liés au réseau qui n'est pas lié au charbon ou au gaz. Je parle bien sûr des centrales nucléaires. Donc la demande de stockage, la demande immédiate est moins importante. Plus vous installez des énergies renouvelables, plus la demande en énergie augmente, plus vous aurez besoin de stockage. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous allez certainement ajouter beaucoup de choses. Tout à fait. En fait, juste pour compléter, si je fais la comparaison entre la France et l'Allemagne, la France, je pense, 2023, on était à plus 15% de production d'eau renouvelable sur le système complet. L'Allemagne, alors que l'Allemagne, il était à plus de 31%. Donc un taux de pénétration qui n'est pas le même. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en France, on a quand même, ce que je disais tout à l'heure, un réseau qui est assez fiable, interconnecté. Et aussi, on a aussi la chance d'avoir aussi du nucléaire et de l'hydraulique qui sont pilotables et qui permettent d'apporter de la flexibilité. Je pense que c'est des éléments qui sont quand même assez importants à considérer pour ajuster, parce qu'en fait, un développement, c'est-à-dire pour développer quelque chose, il y a un besoin. Et aujourd'hui, le besoin il est moins important en France qu'en Allemagne, par exemple. Pierre Sachet, peut-être pour conclure. Très très rapide complément par rapport à ce que vient de mentionner la personne d'EDF, c'est que la volatilité des prix, du coup, est beaucoup moins importante en France que dans d'autres pays. Lié à tous les arguments qui ont été mis en avant. Et c'est pour ça qu'en fait, le stockage ne trouvait pas particulièrement de modèle d'affaires, en tout cas sur certains segments, jusqu'à aujourd'hui. Mais pour les installations de grande taille à l'échelle du réseau, c'est-à-dire pas chez les industriels ou pas chez les particuliers,
la France est quand même plutôt un grand pays de stockage, entre guillemets, à l'échelle de l'Europe. Il me semble qu'il y a juste la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais sinon, après, il me semble que la France est celle qui a le plus déployé de stockage au grid scale, donc à l'échelle d'1 mégawatt. Ensuite, sur les autres marchés, en effet, la France est très très minoritaire. Merci à vous. Je vous invite à retrouver nos intervenants et notamment Yacono, sur le stand à côté pour la remise justement des prix, on va dire, pour les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de la région. Vous pourrez retrouver, je pense, Cyrea, me semble-t-il, parmi les lauréats. Il y a de fortes chances. Et discuter plus longuement avec eux sur leur projet. En vous remerciant et vous souhaitant une bonne soirée. À demain.